Bonjour. Dans les précédents cours, nous avons dit que l'écriture s'est développée à partir du 4e millénaire avant notre ère en Mésopotamie pour transcrire le sumérien, et qu'on appelle le cunéiforme. Nous avons précisé aussi que parallèlement en Égypte, il s'est développé un autre système d'écriture, les fameux hiéroglyphes. Au départ, ces écritures étaient de type pictographique, où les symboles sont de simples dessins qui représentent des objets concrets. Elles se sont ensuite développées en l'espace de quelques siècles en une écriture incluant d'abord des idéogrammes, c'est-à-dire des symboles graphiques représentant un mot ou une idée, et en incluant par la suite des phonogrammes, c'est-à-dire des signes transcrivant un son précis. Même si ces écritures se sont diffusées dans presque tout le Proche-Orient, il est clair que ces systèmes constitués de centaines de signes rendent ces écritures extrêmement complexes à apprendre. Au cours du 2e millénaire avant notre ère est apparu un système révolutionnaire qui, par sa simplicité, a rendu l'écriture accessible à la majorité des gens. Il s'agit de l'alphabet dont le premier système est l'alphabet proto-cananéen, appelé aussi proto-sinaïtique. Ce système a été développé par des Sémites dans probablement la péninsule égyptienne du Sinaï. Ce premier système alphabétique, qui semble dériver des hiéroglyphes égyptiens, va subir une succession d'altérations donnant ainsi naissance à d'autres alphabets, dont le plus populaire est l'abjad phénicien. L'alphabet phénicien est un alphabet consonantique, non pictographique, qui va voyager avec ce peuple de marchands à travers toute la Méditerranée, où il sera assimilé et réadapté par différentes cultures, comme on le voit ici avec la première lettre de l'alphabet, qui est de l'hiéroglyphe égyptien qui représente la tête d'un bœuf. C'est petit à petit transformé en un A latin, en passant par le Aleph phénicien et le alpha grec. À vrai dire, ce que je viens d'exposer n'est rien d'autre qu'un résumé très simpliste de l'histoire complexe de l'écriture. Cependant, ce qui est important à savoir, c'est qu'au début du 8e siècle avant notre ère, 4 siècles environ après le déclin de la civilisation mycénienne, la dernière civilisation égéenne de l'âge de bronze, les Grecs ont assimilé et réadapté l'alphabet phénicien en introduisant notamment les voyelles et quelques nouvelles consonnes sans lesquelles leur langue, qui est de la famille indo-européenne, ne pourrait être transcrite. Cette période, dite archaïque, coïncide en fait avec l'apparition d'une littérature représentée par les 2 poèmes épiques l'Iliade et l'Odyssée attribués à Homère, et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, avec l'apparition des premières écoles philosophiques qui suivent une démarche spéculative dans le sens où elle est détachée de l'autorité, de la tradition et du sacré. 2 principales écoles de cette période méritent d'être citées. La première est apparue en Ionie, la région côtière à l'ouest de l'Asie mineure, et qui s'ouvre sur la mer Égée, comme on le voit ici sur cette carte. Elle regroupe des philosophes comme Thalès, Héraclite, Anaximandre, Anaximène et autres. Cette école est caractérisée par sa pensée matérialiste, principalement axée sur la physique. La seconde école ressemble plutôt à une secte à la fois scientifique et religieuse, et elle est fondée à Crotone en Italie par Pythagore de Samos. Cette école propose à ses adeptes un mode de vie éthique et alimentaire, ainsi que des recherches scientifiques sur le cosmos. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces 2 écoles se sont développées initialement dans les colonies grecques d'Asie mineure et non proprement parlé en Grèce. Il est intéressant aussi de savoir que les 2 principales figures de ces 2 écoles, Thalès de Milet et Pythagore de Samos, se sont formées en Égypte et en Mésopotamie. D'ailleurs, les sources présentent Thalès comme probablement originaire de Tyr, l'une des principales cités de Phénicie, et de même pour Pythagore. Sur ce point, le philosophe Clément d'Alexandrie du 2e et 3e siècle précise clairement que les sources s'accordent sur l'origine barbare de Pythagore. Thalès et Pythagore ne font pas exception. Démocrite, l'un des philosophes les plus réputés, les sources biographiques le présentent aussi comme élève des Chaldéens en astronomie et des prêtres égyptiens en géométrie.
Il paraît qu'il s'est rendu même en Inde et en Éthiopie. L'apport donc de la civilisation égyptienne et mésopotamienne à la civilisation grecque est donc indéniable. Concrètement, on sait par exemple que le résultat qu'on attribue communément à Pythagore, selon lequel le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ce résultat était en fait connu plus de 1000 ans auparavant en Mésopotamie. D'ailleurs, sur ce point, l'historien Flavius Joseph est très clair en disant que tout le monde s'accorde à reconnaître que les premiers chez les Grecs à avoir étudié les choses célestes et divines, comme Phérécyde de Syros, Pythagore et Thalès, furent les élèves des Égyptiens et des Chaldéens et laissèrent peu d'écrits. Le biographe Diogène Larsée, l'un des plus importants compilateurs de textes et des doctrines de l'Antiquité, précise à son tour que pour certains, l'activité philosophique a pris naissance chez les barbares. Mokos, dont Pythagore aurait été un disciple, était phénicien. Zalmoxis, Thrace et Atlas, libyens, c'est-à-dire des berbères, des libyques pour être précis. De toutes ces considérations, dire que la philosophie a pris naissance en Grèce ne semble pas assez justifié et qu'il est plus sage de considérer cette brillante civilisation dans un contexte global incluant les cultures des deux rives de la Méditerranée. Avant de poursuivre notre exposé, une petite parenthèse s'impose sur le fait que ces philosophes sont qualifiés de présocratiques. En fait, cette expression de présocratique est relativement récente et sa première attestation remonte seulement au XVIIIe siècle chez le philosophe allemand Johann August Eberhard. En fait, cette distinction d'avant et d'après Socrate peut être justifiée de plusieurs façons. Mais la plus intéressante, à mon avis, provient du fait que ce dernier est considéré comme celui qui a rompu avec la philosophie de la nature au profit d'une philosophie de l'homme et de la morale. La maxime qui était gravée selon Platon sur le temple de Delphes et qui dit « Connais-toi toi-même, rien d'autre » résume bien la pensée socratique. Mais pour l'histoire des sciences et de la philosophie, cette distinction me paraît absurde, car on trouve des courants philosophiques qui sont initiés par des présocratiques et qui se sont perpétués des siècles durant, bien après Socrate et Platon. L'une d'elles, justement, est la théorie atomiste. Je ne sais par quel bout m'y prendre pour exposer une doctrine aussi complexe qu'est l'atomisme, mais bon, faisons le choix et commençons par le fondateur sur lequel on connaît malheureusement très peu de choses. En fait, tout ce qu'on connaît sur le philosophe grec Leucippe se réduit à quelques citations qui sont parfois contradictoires. Pour ce qui nous intéresse ici, on dit qu'il est le fondateur de l'atomisme, bien que Strabon, le célèbre géographe, ainsi que le philosophe Sextus Empiricus attribuent cette théorie à un philosophe phénicien nommé Mokos. Comme je viens de le préciser, très peu de citations de Leucippe sont rapportées dans la littérature. Cependant, cette doctrine est bien connue à travers son élève Démocrite, beaucoup plus cité que lui, à travers aussi les trois lettres d'Épicure, et surtout à travers le De Rerum Natura, de la nature des choses, du philosophe latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Lucrèce. Pour Leucippe et après lui Démocrite, la matière est formée de deux éléments, l'atome et le vide. Autrement dit, l'être pour le plein et le non-être pour le vide. Les atomes sont constitués, selon eux, d'une substance pleine et compacte et ne contiennent pas de vide, ce qui les rend par conséquent insécables, c'est-à-dire indivisibles, indissociables. En effet, comme l'explique Lucrèce, du fait que rien ne peut surgir du vide, conservation de la matière en quelque sorte, et du fait que la matière, sous sa forme actuelle, existe depuis une éternité sans avoir subi de dissociation, les atomes qui la composent devraient nécessairement être insécables. En d'autres termes, il devrait exister un élément qui compose la matière et qui a la capacité par sa solidité de freiner la dissociation des corps et de les maintenir dans le temps.
Cet élément est justement ce que l'on appelle l'atome, un terme qui vient du grec ancien atomos, qui signifie insécable. Quant au deuxième élément, le vide, son existence est nécessaire, car si ce n'est pas le cas, les atomes subiraient une résistance qui les empêcherait de se mouvoir. On ne doit évidemment pas confondre entre notre vision quantique et moderne de l'atome et de ses liaisons avec l'atome des Grecs de l'Antiquité. Pour les atomistes, ces particules invisibles peuvent avoir plusieurs formes, pas nécessairement sphériques, une infinité de formes pour Leucippe et un nombre limité de formes pour Lucrèce. Et c'est justement ces différentes géométries qui leur permettent de s'associer en s'accrochant pour former un corps solide, ou au contraire de se dissocier pour former un corps volatile. À titre d'exemple, aux atomes du feu, ils confèrent une forme sphérique, tout comme l'âme d'ailleurs, leur permettant ainsi de se faufiler en quelque sorte entre les autres atomes de la matière. Un autre exemple donné par Lucrèce pour clarifier cette idée-là, on sait que le lait présente moins de résistance à l'écoulement que le miel. Autrement dit, le lait est moins visqueux que le miel. De cette observation, Lucrèce conclut que le miel n'est pas constitué d'atomes aussi rangs et aussi lisses que les atomes du lait. Ainsi, la diversité de la matière solide, gazeuse ou liquide, organique, métallique ou autre, dépend uniquement de trois facteurs. Le premier est la forme des atomes, comme nous l'avons expliqué. Le deuxième facteur est l'agencement des atomes, leur ordre et leur disposition en quelque sorte. Le dernier facteur est la position des atomes dans l'espace, autrement dit l'espacement entre les atomes. Les fluides, par exemple, devraient contenir plus de vide que les solides. Ainsi, de cette façon, la création et la destruction d'un corps, la génération et la corruption selon Aristote, auquel on peut inclure le changement d'état de la matière en physique, résulterait selon cette théorie de l'association ou de la dissociation des atomes, alors que l'altération, comme les modifications physico-chimiques d'un matériau, résulterait par contre d'un changement d'ordre et de position des atomes. Je n'envisage pas de traiter ici toutes les conséquences qui en découlent de cette théorie, mais un aspect tout de même intéressant par sa modernité mérite d'être présenté. Cet aspect concerne la vision. Pour les atomistes, la vue se produit à travers des simulacres. Des empreintes en quelque sorte se détachent successivement et rapidement de l'objet et sont émises en ligne droite. Ainsi, leurs atomes, en entrant en interaction avec nos yeux, nous permettent de percevoir l'objet. Couleur, forme, éloignement, etc. Ici, on est tenté de faire le lien naïvement avec les photons, mais en fait, cette théorie a une portée encore plus large. En effet, comme la vue coïncide avec la vision mentale, il faut bien, selon Lucrèce, que tout se passe de la même façon. Et l'on déduit que c'est encore des simulacres, mais d'un autre genre, qui nous permettent de construire les images, cette fois-ci mentales. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur cet aspect-là, mais il faut savoir que les atomistes ont tenté aussi d'expliquer les autres sens, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. L'univers des atomistes est infini dans l'espace et dans le temps. Et n'ayant ni haut ni bas, ni milieu, ni extrémité, les atomes s'agitent dans tous les sens et se heurtent et rebondissent sans cesse, car il n'y a pas de centre où ils puissent s'arrêter. L'univers contient de plus une infinité d'atomes. Et justement, dans un tel infini, toutes les combinaisons possibles, si peu probables soient-elles, sont réalisables. Pour cette raison, les atomistes croient à l'existence d'une infinité de mondes comme le nôtre, ou même totalement différents de lui. Dans certains, je cite, il n'y a ni soleil ni lune. Dans d'autres, le soleil et la lune sont plus grands que les nôtres. Et dans d'autres, il y en a plusieurs. Cette idée est stupéfiante et extrêmement moderne. D'ailleurs, parmi les théories de multivers physiquement possibles et qui s'imposent selon le cosmologiste Max Tegmark, dès que l'on suppose que l'espace est infini et uniformément empli de matière, les théories
qui conçoivent une pluralité d'univers dont nous n'avons pas connaissance puisqu'ils sont au-delà de notre horizon cosmologique. Concernant notre monde observable, la Terre est placée au centre et elle est sous la forme d'un tambour selon Leucippe, mais selon Démocrite, elle est sous la forme d'un disque dans sa largeur, mais concave au milieu où s'accumule une grande quantité d'eau. Autour de la Terre orbitent la Lune et le Soleil, qui sont constitués eux aussi d'atomes bien évidemment. Concernant l'agencement des astres, pour Leucippe, l'orbite la plus proche de la Terre est celle de la Lune, et la plus lointaine est celle du Soleil, et dans l'intervalle entre les deux, le reste des astres. Démocrite remanie un peu cette configuration et place du plus près au plus loin de la Terre la Lune en première position, suivie du Soleil en seconde position, et ensuite les étoiles fixes. Quant aux planètes, elles sont considérées à des hauteurs variables. Ces différentes explications chez les partisans de la théorie atomiste ne posent, à vrai dire, aucun problème, car cela ne touche en rien les postulats de la théorie. Mais bien au contraire, pour Épicure, ces divergences sont nécessaires dans le processus de la recherche de la vérité. D'ailleurs, en conclusion de sa lettre à Pythoclès qui traite des phénomènes célestes et météorologiques notamment, il dit clairement, je cite, « Le fait de donner une seule cause à tout cela, alors que les phénomènes invitent à une multiplicité d'explications, c'est de la folie. » Cette théorie, très en avance sur son temps, est sévèrement critiquée par Aristote sous tous ses aspects. Je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations, car un cours sur la physique aristotélicienne est prévu. Disons simplement qu'il nie l'existence du vide, qui n'a pas lieu d'exister pour lui, et l'infinité du nombre des atomes et des mondes. Sur la composition des atomes, Simplicius nous informe qu'Épicure, pour tenir compte des critiques d'Aristote, reformula la théorie de Leucippe et de Démocrite en précisant que les atomes sont des corps composés, mais demeurent tout de même de nature insécable. La théorie atomiste propose une vision purement matérialiste de notre univers, et le fait de soutenir un univers éternel qui n'a ni début ni fin écarte en quelque sorte l'existence d'un créateur. C'est surtout Épicure qui va s'emparer de cette théorie pour étudier ses implications et pour en faire une doctrine philosophique matérialiste complète en proposant un idéal de bonheur où ni les dieux ni même la mort ne sont à craindre. Cependant, l'objectif de cette doctrine qui est d'atteindre le bonheur par la satisfaction des seuls plaisirs naturels et nécessaires sera très mal interprété et associé à la débauche et à la recherche de la jouissance matérielle, d'où la représentation diabolisée que vous voyez ici de Démocrite. De plus, ce monisme matérialiste va s'opposer au dualisme selon lequel l'univers est constitué non seulement d'une substance physique, mais d'un constituant immatériel, au point que Platon, à ce qu'on raconte, a proposé de mettre le feu à tous les écrits de Démocrite. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour cette partie du cours. Je vous invite à faire plus de recherches sur ces questions et à la prochaine.